19 juin. Le bonheur dure une seconde. Lorsque l'on se réveille à l'aube, il y a un moment agréable, juste avant que la conscience se souvienne et que le cœur se serre. Depuis l'Apocalypse du 16 juin, j'ai lu 2 comédies de Shakespeare, le manuel d'Épictète et les pensées de Marc Aurèle, les aventuriers de Giovanni et un polar de Chase, Eva. L'auteur décrit un sale mec dont le caractère assèche tout et crée le désert autour de lui. Ce type, c'est moi. Ma main, guidée par des mouvements mystérieux après la désintégration de mon cœur, est allée chercher dans le rayonnage les livres qu'il me fallait lire. Marc Aurèle m'a aidé, Giovanni m'a montré ce que j'aurais dû être, Chase me figure ce que je suis. Les livres sont plus secourables que la psychanalyse. Ils disent tout, mieux que la vie. Dans une cabane mêlée à la solitude, ils forment un cocktail lithique parfait. Le rabot de la vodka sculpte notre gueule de bois. À midi, Miolis et Devo émergent, ils ont dormi sur le plancher de la cabane. Pour distiller le poison, nous partons à pied vers la Lednaïa et déjeunons sur les replats herbeux qui dominent la falaise de la rive droite. Les chiens courent après les canards, toute cette joie. 2 chevalets plantés sur une plage devant des peintres de blanc vêtus, composant leur tableau à petites touches précautionneuses, des chiens couchés à leurs pieds dans l'air mauve d'une soirée sibérienne, est un spectacle d'une douceur très classique. Je ne me lasse pas de regarder Miolis et Devo. Ils voyagent depuis un mois en Sibérie et peignent sur le motif, comme ils disent, dans la plus pure tradition des peintres ambulants de la Sainte Russie. Ils mettent l'espace à plat à l'aide de lumière et d'un peu de temps. J'écris ces lignes pendant qu'ils achèvent leur tableau. La cabane prend un air d'atelier d'artiste, une villa Médicis pour Moujik. 20 juin. Dans l'aube, je me livre à une séance de pause, assis à ma table de travail. Les 2 ambulants ont monté les chevalets dans la cabane. Miolis a une tête de trouvère allemand et Devo de pâtre suisse. Devo maîtrise une technique sage, appliquée et bienveillante, il fait toujours mouche. Miolis est plus irrégulier, rate parfois sa toile, mais produit de temps à autre une pépite échevelée. Ce matin, il peigne un homme au cœur défoncé. Il est facile de cacher ce que l'on ressent. Les villages Potemkin étaient édifiés en hâte par les ministres russes dans les campagnes. Des façades repeintes et restaurées à la hâte cachaient des taudis. Le tsar inspectait ses terres, ne voyait que des décors de carton et regagnait son palais, le cœur satisfait. La gaieté de Miolis et la douceur de Devo me dérivent de ma peine. Sans elle, le crabe du chagrin me boufferait. En une journée, ils peignent la cabane, les chiens, la plage. Il faut autant de culot pour prétendre faire tenir la beauté de ce lieu sur une toile que dans les 10 mots d'un aphorisme. 21 juin. Ce matin, un gros bateau passe au large. 10 minutes après, l'onde de son sillage vient mourir sur la grève et je reçois dans cette vague comme la désagréable intrusion du monde sur mon carré virginal. Les peintres passent la journée à capter les lueurs traversées d'oies sauvages. Ils sont devant leur chevalet comme devant une fenêtre dont il leur resterait à inventer la vue. Je monte déjeuner au sommet de la butte éboulée avec les chiens. Là-haut, ils fixent la mer, pensifs, bavant. Il y a 5 jours, ces petits-là m'ont tendu la patte et sauvé de la noyade. Le soir, la pêche. Devo attrape un dîner pour 3 personnes et 2 chiens. Sa silhouette se détache sous le grand frêne du cap, ployé au-dessus de l'eau. Sur les pentes, la lumière ne veut pas descendre, s'accroche aux éperons des falaises. Un éclat d'argent au bout de la ligne. Le lac lâche ses fruits. Écrire, peindre, pêcher, 3 façons de rendre ses devoirs au temps. 22 juin. Du pollen s'est déposé sur le lac et ourle le littoral de traînées jaune vif. Des papillons morts dérivent à la surface. À tout moment, des phoques émergent et fixent la rive. Ils contrôlent que le monde est toujours en place, vérifient qu'ils ont bien fait de choisir les profondeurs. Pas un bruit, parfois un papillon. Le silence, ornement des solitudes sacrées. Vie de rancée.
Miolis et Devaux enchaînent les tableaux, offrant d'accorder à l'esprit des lieux. L'infinie supériorité du tableau sur la photo. Celle-ci ponctionne le point précis d'un instantané dans le flux de la durée et l'écartèle sur l'aplat. Les peuples premiers n'avaient pas totalement tort de voir un vol dans le cliché photographique. Le tableau propose une interprétation historique d'un moment qui vivra longtemps sous la paupière de son contemplateur. Il n'interrompt pas la course du temps. Sa confection elle-même est fluide. Elle s'inscrit dans un long intervalle de composition. 23 juin. Peu avant l'aube, nous partons pour une course de 6 heures au long des grèves. Miolis et Devaux rentrent à Irkoutsk et sont convenus d'un rendez-vous avec l'équipage d'un bateau qui appareille ce matin de Zavarotne, à 25 km de la cabane. Nous avons l'air de 3 peintres juifs, fuyant le long de la Vistule après avoir jeté tout le contenu de leur atelier dans des besaces. Les énormes sacs à dos nous écrasent, remplis de 25 kilos de tubes de gouache, de lotion, d'encyclopédies de la peinture russe et surmontés des chevalets. Au cap des cèdres du milieu, nous saluons le fantôme de l'ermite. Près de l'étang attenant à la ruine de la cabane, nous trouvons un cadavre d'ours. À côté, à un immense frêne du cap des cèdres du sud, une fourmilière, ruisselle de vie. Des millions de squelettes s'emploient à se construire un corps. Des bernaches foncent vers le nord à s'en décrocher le cou. Je perds du temps à chercher l'ancienne piste des géologues dont VE m'a parlé. Elle court à 150 mètres en surplomb du lac, mais la saignée est envahie de baliveaux qui entravent davantage la marche que les galets de la grève. À Zavarotne, Miolis et Devaux sautent dans le bateau dont nous entendions chauffer les diesels 1 heure avant d'arriver à la station. Nous avons à peine le temps de nous serrer la main. J'aime bien ces départs. Ils ressemblent à des chutes. Le soir, Sergueï, Youra aux yeux tristes et Sacha aux doigts coupés débarquent en bateau à Zavarotne. Nous préparons un festin de poissons fumés, de foie de nalim, de caviar à l'oignon sauvage et de cerfs grillés. Sacha nous verse son torboyau maison. Il y a dans la manière que ces Russes ont de vider leurs verres et d'empoigner leur quartier de viande une fierté d'échapper à toute chaîne commerciale. Ils tirent exclusivement leur approvisionnement des ressources de la forêt. Vivre en ponctionnant ce qu'il faut dans les bois garantit le bonheur. Ces hommes sont autonomes dans l'ordre des choses pratiques, mais restent liés aux traditions des pères. Ils se tiennent aux antipodes des libres penseurs qui ont arraché les liens à Dieu et au prince, mais dépendent de la ville et des services pour se nourrir, se déplacer ou se chauffer. Qui a raison? Le moujik autarcique qui remet son âme au ciel mais ne pénètre jamais dans un magasin, ou le moderne athée, affranchi de tout corset spirituel, mais qui est contraint de téter les mamelles du système et de se plier aux injonctions imposées par la vie en société? Faut-il tuer Dieu, mais se soumettre au législateur, ou bien vivre libre dans les bois en continuant à craindre les esprits? L'autonomie pratique et matérielle ne semble pas une conquête moins noble que l'autonomie spirituelle et intellectuelle. L'on oublie que c'est surtout dans le détail qu'il est dangereux d'asservir les hommes. Je serais pour ma part porté à croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, écrit Tocqueville au chapitre 2 de la démocratie en Amérique, consacré à l'espèce de despotisme que les nations démocratiques ont à craindre. Ce soir, vidant les bouteilles avec les coureurs de taïga, je choisis mon camp. Pour les dieux, les princes et les bêtes, et contre le code pénal. Soudain, Sergueï, on te ramène. Et nous nous livrons à cet exercice où les Russes excellent. Porter un toast, lever le camp dans la précipitation, jeter des sacs dans une barque, mettre les gaz vers n'importe où pourvu que le vent gifle, que le monde tangue et que l'ivresse emporte tout en ménageant l'espoir de quelque chose de nouveau au bout du chemin. Nul endroit n'est plus propice à la méditation qu'une barque d'aluminium voguant sur un lac embrouillardé. Parfois, le fil d'une falaise réussit à déchirer le rideau de brume. Des parcelles de rive apparaissent et se voilent. Je hais les manifestations, sauf celle de la beauté. Cette navigation ressemble au processus de la pensée. L'esprit chemine dans l'ouate et soudain, une trouée permet d'entrevoir quelque chose. Jusqu'alors, on flottait dans l'informe. Une éclaircie permet de nommer les ombres. Sergueï coupe les gaz et nous buvons un verre dans le silence humide.
Nous ingurgitons de l'alcool depuis des heures et nous sommes à tordre. Vautrés sur les bidons et les filets de pêche, tirant sur mon clope, passager d'un bateau qui va dans le brouillard, conduit par un capitaine ivre, je me sens rasséréné. Ayant perdu ma femme, je n'ai plus rien à perdre. Le malheur détache les amarres. Le bonheur est une entrave à la sérénité. Heureux, j'avais peur de ne plus l'être. 24 juin. Pour la Saint-Jean, le ciel déploie un spectacle superbe. Tout le jour, des nuages de feune s'enroulent sur les crêtes, chapeautent les sommets et couvrent la forêt avec la douceur d'une main qui voudrait cacher les amours des bêtes impudiques. Dans le hamac, j'étudie la forme des nuages. La contemplation, c'est le mot que les gens malins donnent à la paresse pour la justifier aux yeux des sourcilleux qui veillent à ce que chacun trouve sa place dans la société active. 25 juin. Encore un jour à regarder le ciel. Des nuages d'insectes dans la poudre solaire. Plus tard, une lune couleur saumon remonte le courant de la nuit pour aller pondre dans un berceau de nuages son œuf unique et monstrueux. En termes plus simples, elle est pleine et sanglante. 26 juin. Le spectacle bouleversant des papillons noyés. Des centaines d'insectes flottent à la surface du lac. Certains trouvent encore la force de se débattre. Je transforme mon kayak en patrouilleur de sauvetage et recueille délicatement les insectes, un à un, pauvres fleurs du ciel tombées au champ d'honneur. Bientôt 30 papillons décorent d'étoiles molles mon embarcation bleue. Je suis le pilote d'une arche pour Hyménoptère. 27 juin. Je rejoins Yellowchin, vent dans le dos. Le temps vire à la tempête et emporte tout espoir de soleil. Yellowchin prend son air de station sinistre. J'ai rendez-vous avec Mikhail Hippolitov, un inspecteur de la réserve. Il a promis de m'emmener en tournée d'inspection dans une cabane située à une journée de marche au-delà des crêtes. À midi, par grand vent, écrasé sous un sac de 25 kilos, le poids de la vodka et des boîtes de conserve, je peine à suivre Hippolitov qui trotte dans la taïga. Nous gravissons les pentes boisées au-dessus du promontoire d'Yellowchin. Hippolitov part comme un boulet de canon. Ralentit, décrète de courte halte, se relève et finit par se retrouver à 200 mètres au-dessous de moi. Sous le col, à 1300 mètres, alors que la bourrasque apporte des paquets de pluie, il faut un thé à mon ami. La situation devient très russe. Couchés dans la bourrasque sous les ramures de pin, nous attendons que le petit feu chauffe notre demi-litre d'eau entre les ardoises schisteuses. 2 encellements ouverts dans la crête et recouverts d'une calade de graphite livrent l'accès à un haut plateau marécageux. Les rafales forcissent et nous laissons passer un violent grain couché derrière une saillie de rochers. Marcher pendant des kilomètres sur le lichen spongieux est voluptueux. On rêverait d'être herbivore. Des perdrix claquent sous nos pas. Des siècles de vent ont donné aux pins nains des formes de boyaux. Des filaments de mousse espagnole dégoulinent des arbres. Dans les marais, le principe de pesanteur agit davantage sur la végétation que l'élan vers le ciel. Dans la vallée que nous raccordons, un cèdre millénaire se déploie. Il a connu les temps des hordes mongoles. Passent les bois de sapins, les affluents cristallins, les replats infestés d'insectes et les bourbiers où nos bottes s'enfoncent à la garde. Par 54 degrés 36 minutes 106 secondes de latitude nord et 108 degrés 34 minutes 491 secondes de longitude est, nous atteignons la cabane d'Hippolitov, construite il y a 2 ans à l'exacte frontière de la réserve naturelle. C'est un havre de 3 mètres sur 3, bâti sur le flanc d'une vallée où serpente une rivière. Une montagne conique hérissée de résineux ferme l'horizon. La rhubarbe et l'oignon sauvage, l'ail aux ours, poussent à profusion. Des nuages de moustiques assurent la garde. Nous sommes dans un de ces endroits que j'affectionne, un confin où la lumière du soir tombe avec plus de douceur qu'ailleurs, comme prise de pitié. Mikhail me fait les honneurs. Salade d'herbes sauvages à la mayonnaise, vodka au poivre et soupe de saindoux. Je sors de mon sac une bouteille de 3 litres de bière que nous séchons avant qu'elle ait eu le temps de faire pchit. 28 juin. La vallée que nous remontons à pied est encombrée de végétation.
Nous avançons en titubant, deux ivrognes qui auraient décidé de gravir un col en revenant du bar. Chaque pas est arraché à un ébouli de pierre, un entrelac de racines ou une fondrière. La rivière passe, indifférente. Elle a un long chemin à faire jusqu'aux eaux de l'Arctique, en prenant par la Léna. À 1200 mètres, la forêt laisse aux pins nains le soin de masquer les roches. Fidèle au principe russe selon lequel rien, ni la guerre, ni l'exode, ne saurait faire manquer l'heure du thé, nous consacrons 1 heure à enflammer quelques brindilles gorgées d'eau. Allongés dans une flaque sous la pluie, sirotant l'eau tiède, nous conversons agréablement. Tes livres sont traduits ? Quelques-uns. En quoi ? Finlandais, italien, allemand. En russe ? Non. C'est normal, nous sommes encore primitifs. Les rhododendrons entravent le passage. Il faut forcer les massifs en fleurs pour passer. Le col est occupé par un petit marais. La pluie redouble. Hippolitov me suggère de rentrer, mais je ne me vois pas replonger dans la forêt algueuse pour me carapater tout le reste du jour dans un duvet humide. Nous gravissons les versants qui portent un plateau couvert de toundra endémique. Le lichen y est plus spongieux qu'une moquette de nouveaux riches moscovites. 4 rennes sauvages pâturent près d'un évé et nous tentons un contournement de Comanche. À 100 mètres des bêtes, dissimulées par un rhododendron, nous nous apercevons que nous ne sommes pas les seuls. Un ours brun est en approche. Il nous détecte et se fige. L'impression de faire concurrence à un ours à l'heure du repas est désagréable. Je dégoupille ma fusée au phosphore et Hippolitov charge sa 7,62. Le claquement de la culasse épouvante les rennes qui s'égayent. L'ours doit nous maudire, mais ne risque pas un geste. On croirait une statue qui aurait mangé son piédestal. Il se dresse sur ses pattes. Il faut attendre quelques secondes avant de savoir s'il choisira la charge ou le demi-tour. Ce jour-là, pas besoin de faire feu. Nous fixons longtemps la douce ondulation par-dessus les buissons de la fourrure en fuite. Il faut 2 heures de marche pour retrouver l'affluent par lequel nous sommes descendus hier. Hippolitov a un plan. Il y a 1 an, il a apporté un poêle de fonte jusque-là et voudrait bien que je le convoie jusqu'à la cabane. J'en suis quitte pour 2 heures de gymkhana chargé des 30 kilos du poêle dont les 2 coins inférieurs me labourent le dos pendant que les 2 coins supérieurs s'accrochent dans les branchages, provoquant à chaque pas un déluge d'eau froide très vivifiant. Je dois ressembler à ces porteurs de l'Himalaya qui charriaient à travers les jungles népalaises les objets les plus incongrus. Malles de cuir, gramophone en acajou et tub pour le bain des officiers. 29 juin. Si l'on m'envoie un jour dans une capsule spatiale, je saurai ce que représente une journée entière couchée sur un chalit à côté d'un compagnon de galaxie. J'ai emporté le traité du désespoir de Kierkegaard, dont je ne conseille la lecture à personne qui aurait à s'enfermer dans une cabane par temps de pluie. La petite radio d'Hippolitov crache à débit constant des informations sur la guerre de 1941-1945 et des chansons pop. La pluie tombe, manque d'imagination consternant du ciel. Mikhail, quoi ? On n'a pas de chance avec la pluie. Il y a moins de moustiques du coup. Ah oui. Hippolitov a oublié son livre à Yellochine et regarde le plafond d'un air hagard, comme s'il allait s'animer de motifs merveilleux. À 4 heures de l'après-midi, pris d'une soudaine fièvre d'action, nous remplaçons le vieux poêle avec le nouveau, et dans la bonne chaleur qu'il diffuse, nous vidons 3 petits verres de vodka, conformément à la tradition qui impose de fêter la première vapeur. À 6 heures, une bruine succède à la pluie, et nous partons gravir l'éminence pyramidale qui flanque le bord oriental de la vallée. La pluie revient au moment où nous nous mettons en marche. Les rideaux de lichen sont des voiles liquides, les mousses avalent nos bottes, les moustiques ne trouvent pas l'espace de voler. Il faut 1 heure pour gravir les 300 mètres de dénivelé couronnés de cèdres vieux de 300 ans. Les arbres paraissent en ruine. Sur les bords d'une ancienne tanière d'ours, les clochettes lit de vin des orchidées sauvages mettent un peu de joie dans ce monde. La nuit, je suis réveillé par une souris qui est entrée dans mon duvet, ce qui est moins effrayant qu'une araignée, mais plus désagréable qu'une danseuse du Kirov. 30 juin. Dans une rue d'Irkoutsk,
on prendrait Hippolitov pour un bon père de famille aux cheveux grisonnants et à la vie rangée. Chaque année, il passe quelques mois en forêt, seul, visitant ces 6 cabanes disposées le long d'une ligne de 110 km, et renouant avec cette certitude de certains Russes que l'existence en ville ne doit constituer qu'un interlude à la vie dans les bois. Nous rentrons. La pluie toujours. Les buissons transis ont l'air de rêver à la Thaïlande. Enfoncé dans ma capuche, je me souviens de mes escalades dans les calcaires odorants de la Provence. La marche sous la pluie, usine à souvenirs. Dans la jungle tropicale, la chaleur et l'humidité favorisent la profusion de la vie. La croissance dans la taïga ne bénéficie pas de ces conditions d'incubateur biologique. Là où la jungle chaude produit sans discontinuer, la taïga conserve. Ici, la croissance végétale est lente, mais la décomposition ne débarrasse pas les sous-bois aussi vite que sous les basses latitudes. Un cèdre sibérien met des années à pourrir. Dans les 2 cas, un chaos végétal encombre le sol, fruit là-bas de l'exubérance et ici de la biostasie. La jungle froide est un musée végétal, la jungle chaude, un laboratoire chlorophylien. À Yellochine, je retrouve les petits chiens et déjeune avec Volodia, Irina et Hippolitov de crêpes aux œufs d'omble. Jamais assez de caviar, mais beaucoup trop de vodka. Puis, à grands coups de cuillère dans le café du lac, je m'enfuis chez moi.